Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette vidéo hors série. Aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posées à ma demande dans les commentaires de la précédente vidéo, mais également sur la page Facebook. On y va. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir posé ces questions puisque c'était à ma demande, vous avez été relativement nombreux à réagir et donc j'ai pas mal de questions vraiment intéressantes auxquelles je vais essayer de répondre. Certaines ne font pas particulièrement partie de mes domaines de préférence et donc c'est pas là où j'ai le plus d'expérience, mais en tout cas je vais vous répondre avec des informations que j'ai à ma disposition, éventuellement que j'ai acquis, et éventuellement je vous redirigerai vers d'autres sources d'informations qui sont plus spécialisées dans le domaine. Et histoire d'organiser tout ça, j'ai classé les questions plutôt par catégorie, donc certaines personnes qui m'ont posé plusieurs questions auront leurs questions qui arriveront dans un ordre indifférent. J'essaierai dans la description de la vidéo de mettre des liens vers les différentes questions, comme ça ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo jusqu'au bout peuvent directement zapper et passer à la question qui les intéresse. La première catégorie, ce sont des questions qui concernent plutôt le matériel. Donc j'ai une première question de Didier Melki qui me demande réflexe ou hybride, que choisir? Alors c'est une excellente question parce que je pense que nous sommes beaucoup à l'heure actuelle à nous la poser. D'ailleurs, si vous regardez juste devant moi, j'ai un réflexe et un hybride. En fait, je viens de passer le cap, je viens d'acquérir un Sony Alpha 7 Mark III. Et du coup, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, un hybride n'est pas forcément meilleur qu'un réflexe. En fait, le problème, c'est toujours de trouver le boîtier qui va le mieux correspondre à vos besoins. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt regarder les avantages et inconvénients de chacun. Par exemple, la grosse différence qu'on a au niveau des deux types d'appareils, c'est que sur un boîtier classique et un réflexe, la visée est optique, c'est-à-dire que vous voyez à travers l'œilleton tel que vous voyez devant vous normalement. Tandis que sur un hybride, vous avez un œilleton électronique, ça veut dire que l'image que vous voyez dans l'œilleton, c'est exactement la même chose que vous voyez au niveau du live view, c'est-à-dire c'est l'image telle qu'elle sera prise à la fin. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, certains préfèrent la visée optique, d'autres préfèrent la visée électronique, ça il faut s'y accoutumer. Pour vous donner une idée, ça va faire maintenant 4-5 jours que j'ai le boîtier. Et il m'a fallu en gros une grosse demi-heure pour m'y habituer. C'est vraiment très intuitif, d'autant plus que dans les dernières générations, les viseurs électroniques sont de très bonne qualité. Autre élément de réponse pour choisir entre réflexe et hybride, ça va être les fonctionnalités intégrées. Vous allez avoir principalement dans les hybrides des fonctionnalités comme le focus picking qui permet d'aider à la mise au point. Vous avez les zebras qui vont vous permettre d'afficher les zones cramées ou les zones bouchées. Tout ça directement sur l'image telle que vous la voyez dans l'œilleton. Et donc ça vous aide énormément à la prise de vue. Ça vous permet parfois d'avoir la bonne exposition du premier coup sans la moindre hésitation. Là où je pense qu'il y a pour l'instant un argument qui peut être prépondérant, surtout pour, je veux dire, monsieur et madame tout le monde, je ne parle pas pour des professionnels ou pour des spécialistes dans un domaine, mais si on se pose la question de réflexe ou hybride, ça veut dire qu'on s'intéresse à la photographie et que l'on cherche le boîtier le plus adapté à ses besoins. Et là, l'inconvénient pour l'instant et qui commence tout doucement à disparaître, ça va être les parcs optiques disponibles. Par exemple, chez Canon, chez Nikon, il y a des dizaines et des dizaines d'objectifs disponibles, plus des marques comme Tamron, Sigma, etc. Tandis que sur les hybrides, notamment chez Sony, pour l'instant le parc optique est encore relativement court et en plus de ça relativement cher. Les marques telles que Tamron et Sigma commencent à arriver et donc là on va voir une descente des prix, on va voir un plus grand parc optique apparaître et donc ce paramètre-là va finir par disparaître de la liste. Niveau prix, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un argument pour l'un ou pour l'autre parce que finalement quand je vois les performances de Sony Alpha 7 III qui est dans une gamme de prix correspondante au 6D Mark II de Canon, niveau performance il n'y a pas photo, la A7R III est le bas dans tous les domaines. Mais de nouveau, c'est choisir le boîtier qui vous convient le mieux. Pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, j'ai déjà fait quelques tests en photo studio avec parce que je me demandais comment l'œilleton électronique réagissait quand on prend des photos comme ici avec lumière ambiante, sachant qu'au final on éclaire au flash. Et en fait, il est tout à fait possible de désactiver la prévisualisation de l'effet tel qu'on le voit à la prise de vue une fois que la photo est faite. Et donc d'avoir un comportement qui se rapproche très fort de l'œilleton optique d'un réflexe. Donc voilà, j'espère avoir apporté des arguments. Moi, pour ma part, je suis convaincu pour l'hybride. Chacun doit vraiment faire son choix de ce côté-là. Mais à terme, il y a de fortes chances que l'hybride prenne le pas et qu'on garde des réflexes plutôt pour des situations bien particulières ou pour des gens qui aiment uniquement ce système-là. Alors, deuxième question, cette fois-ci de Markov. Depuis quelque temps, je pense changer de boîtier. Je pense, avec un ami, me lancer dans la photo animalière. Plus continuer ce que j'adore, la macro, le paysage, un peu de studio pour l'abstrait. J'hésite sur le format, je pencherai sur de l'APS-C. Donc en gros, je suppose que la question c'est APS-C ou plein format.
À partir du moment où l'idée est de faire de la photo animalière, je mettrai le plein format quasiment d'office de côté. Non pas parce qu'il ne le fait pas, mais c'est parce que l'APS-C a là un avantage crucial, c'est le crop factor. Donc le crop factor, en fait, c'est la proportion en termes de taille entre les capteurs d'un appareil APS-C et d'un plein format. Comme le capteur est un petit peu plus petit au niveau d'un APS-C, en fait, on gagne un petit peu en longueur focale. Donc par exemple, si je prends un 100 mm sur un plein format et que je suis sur un APS-C Canon qui a un crop factor de 1,6 fois, en fait, j'ai un champ de vue qui correspond à 160 mm. Pas la profondeur de champ. Je n'ai pas non plus tout à fait les mêmes perspectives, mais en tout cas, le cadre de vision sera l'équivalent d'un 160 mm. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le crop factor est un avantage conséquent, puisque ça permet d'aller chercher un sujet qui est plus loin, de le resserrer dans l'image sans devoir recadrer en post-production. Alors quels sont les avantages principaux d'un plein format? Forcément c'est la taille du capteur. La taille du capteur correspond généralement à une meilleure gestion du bruit. C'est généralement aussi un meilleur rendu des couleurs. Mais finalement, le plein format, je pense qu'il est surtout très adapté pour le paysage, le portrait ou éventuellement de la photo de produit, de la reproduction photo. L'APS-C est plutôt l'appareil que je conseillerais pour de la photo animalière, de la photo sportive. Alors le problème, c'est qu'il y a APS-C, il y a APS-C. APS-C, en général, on le voit comme l'entrée de gamme en photo, mais si on prend les APS-C haut de gamme, par exemple de chez Canon, le 7D Mark II, c'est quand même un appareil qui est dans les 1500-1600 € si je ne me trompe pas, et qui a des performances dingues. Il a une excellente rafale, il a un système d'autofocus qui est juste parfait, et en plus de ça, on a tout le parc optique qui va avec. Donc c'est vraiment super, puisque sur les appareils APS-C, on peut également monter les objectifs plein format. Donc par exemple, si je décide de prendre un APS-C et que je prends un objectif 400 mm avec le crop factor d'1,6 fois, en fait j'ai l'équivalent d'un 640 mm, ce qui est déjà une extrêmement longue focale, et dans ce cas-là, pour de l'animalier, c'est très intéressant. Même remarque pour de la macro, si l'idée c'est de faire de la macro mais vraiment très proche, aller chercher du détail au-delà du facteur 1 pour 1, un APS-C est un avantage, puisque là aussi le crop factor va permettre de resserrer plus sur un détail et donc de gagner en distance du sujet, et donc de pouvoir soit moins se rapprocher, soit avoir un grossissement plus important. Voilà donc pour ces questions, j'espère avoir donné des informations qui te permettent de choisir. Surtout, si vous avez d'autres questions concernant mes réponses, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Alors troisième question, vaut mieux un full frame d'occasion ou un APS-C récent haut de gamme? Donc question de Fabrice. Là de nouveau je reviens à ma réponse précédente, c'est-à-dire que comparer plein format d'occasion ou APS-C neuf, ça n'a pas trop de sens, puisque ces appareils n'ont pas les mêmes buts en fait. Maintenant, si le but est de faire de la photo de portrait de paysage, je dirais qu'un plein format d'avant-dernière génération sera bien plus agréable à utiliser qu'un APS-C dernière génération, parce qu'il est mieux adapté à ce genre de choses-là, avec un plus grand capteur, il gère mieux le bruit, on a également un meilleur rendu des couleurs généralement. Et donc ça fonctionne très bien. L'avantage de ne pas prendre la dernière génération ou éventuellement de prendre d'occasion, c'est que forcément le prix sera moindre. À l'heure actuelle, un 5D Mark II, il y a moyen de l'avoir à largement moins de 1000 €. Bon, le capteur n'est pas très grand, mais c'est un excellent appareil. Le 5D Mark III qui est ici, d'occasion, on peut le trouver à 1500 € sans aucun problème. À côté de ça, c'est le prix par exemple d'un 7D Mark II. Donc on est sur des appareils qui ont une génération d'écart, mais l'un est le dernier modèle en APS-C avec toutes les fonctionnalités qui vont aller avec, donc qui sera excellent pour de l'animalier, pour du sportif, etc. Tandis que le plein format, lui, si je prends le 5D Mark III, il a un excellent autofocus, mais notamment il a dans ce cas-ci pas le dual pixel AF qu'ont les dernières générations Canon, et donc c'est vrai que par rapport à un 7D Mark II, l'autofocus ne sera pas aussi efficace. Donc de nouveau, c'est plutôt l'utilisation de l'appareil qui va déterminer le choix plein format ou APS-C, et en fonction du budget ensuite on regarde si on prend de l'occasion ou du neuf. Alors autre question de Fabrice, en partant d'un kit de base et désirant passer à du semi-pro, vaut-il mieux d'abord acheter un objectif ou un boîtier? Sigma et Tamron peuvent-ils être plus qualitatifs et moins chers que les grandes marques? Alors, sans aucune hésitation, le premier upgrade à faire en partant du kit, c'est les objectifs. Un objectif est un investissement à long terme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le garder sur plusieurs appareils tant que vous ne changez pas de monture. Forcément, moi ici, je suis en train de passer de Canon à Sony progressivement dans un plus ou moins long terme, et donc j'ai des optiques que je vais devoir remplacer. Mais si maintenant, à la place de ça, j'avais décidé de prendre un 5D Mark IV, tous les objectifs que j'ai, je les garde. Et les objectifs de qualité, ils resteront de bonne qualité, ils ne vont pas se dégrader dans le temps. D'ailleurs, les objectifs de bonne facture, de bonne qualité, de type pro, je vais dire,
ont généralement également une très bonne cote d'occasion. Donc ça veut dire que revendre un objectif de bonne qualité permet de récupérer une bonne somme de ce qu'on a investi. Donc même de ce point de vue-là, c'est plus intéressant. Les boîtiers, eux, perdent beaucoup plus vite de leur valeur parce qu'ils s'usent rien que par l'utilisation. Ils ont un nombre de déclenchements garanti. Ils s'usent plus facilement aussi. C'est généralement la partie qui est tout le temps sollicitée. Et donc on va avoir les caoutchoucs qui s'abîment, les molettes qui fonctionnent un peu moins bien. Et donc forcément, les boîtiers vont avoir leur valeur qui va diminuer beaucoup plus vite dans le temps que les objectifs. Donc pour le côté financier, je dirais objectif, et pour le côté évolutivité, objectif également, puisque c'est la partie qui va déjà grandement améliorer. Il faut quand même se rendre compte que les nouveaux appareils, c'est surtout un apport de nouvelles fonctionnalités plus que de qualité. Si je prends par exemple, imaginons que pour l'instant je sois sur un OS 600D et que je décide de prendre un 81D à la place, je ne vais pas avoir une qualité d'image qui va être extraordinaire. Je vais avoir énormément de fonctionnalités qui vont m'aider à prendre des photos de meilleure qualité. Mais à côté de ça, la qualité de l'image en elle-même ne va pas être révolutionnaire. Par contre, si je passe d'un objectif kit, genre le 18-55 de base, et que je monte un 24-70 f2.8 à la place, là par contre, je vais sans aucun doute avoir une grosse amélioration. Donc moi je conseillerais pour la première amélioration, c'est d'investir dans un excellent objectif, le mieux que le budget puisse permettre, mais qui est très adapté à ce que l'on désire faire comme type de photo. Alors, autre question, cette fois-ci de Francis Peters, quel serait l'équipement minimum pour réaliser du portrait en studio chez soi dans un garage de quelques mètres carrés? En fait, là, je suis dans mon studio photo. D'ailleurs, vous avez remarqué, je ne suis pas à mon endroit habituel pour ceux qui suivent la chaîne. Il fait beaucoup trop chaud dans l'endroit où j'enregistre d'habitude, donc je suis descendu de 2 étages, ce qui fait que j'ai encore trop chaud, mais j'arrive encore à filmer. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la photo studio pour commencer? Un appareil photo, ça va de soi. Éventuellement un trépied suivant le type de photo qu'on veut faire. Dans les premiers investissements, suivant ce qu'on a, donc en n'ayant rien et qu'on veut se tester à la photo studio, je conseillerais de prendre un flash Cobra, à le prendre même en full manuel pour prendre un modèle pas trop cher, dans les 100-200 euros grand maximum. Éventuellement avoir un petit modificateur dessus, genre trouver une softbox compatible. Il y a des marques comme Godox ou quoi qui font d'excellents modèles. Et à côté de ça, je conseillerais également avoir un fond. Souvent dans une photo, le sujet peut parfois être très bien, mais si le fond est dégueulasse derrière, ça ne va pas. Ici par exemple, derrière moi, j'ai un fond papier qui est ultra propre, c'est un gris très foncé. C'est la marque la plus courante qu'on trouve en général de Colorama, qui est en fait une filiale de Manfrotto, etc. Donc c'est un excellent papier. On trouve des rouleaux d'1,36 m et de 2,72 m, donc il faut choisir entre les deux tailles. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris 2,76 m, mais je ne sais pas le mettre, donc j'ai coupé un morceau à la scie, ce qui me permet d'avoir un fond de 2 mètres ici derrière moi pour faire de la photo. Donc avec un appareil photo, un flash, éventuellement une softbox et un fond, mais il y a déjà largement de quoi commencer. Ce que je conseillerais, c'est de ne pas faire ce que moi j'ai fait à la base, c'est de prendre trop de matériel. Quand on a trop de matériel, on essaye dans tous les sens et on n'arrive à rien. Au final, la meilleure solution, et même si tout le monde le dit, je n'ai pas voulu le croire et donc j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai pris de flash, les fonds, softbox, parapluie, et trucs et machin. Et j'ai jamais été vraiment content du résultat. Ce n'est que récemment, en ayant participé à un workshop, que j'ai commencé à vraiment trouver ce que je voulais faire, et je me rends compte qu'il y a certains éléments que j'ai achetés qui finalement me servent pas trop ou ne sont pas les plus adaptés à mes besoins. Donc moi je conseillerais de commencer avec un flash, alors soit un flash Cobra, soit éventuellement un flash studio, donc pas forcément ceux-là, il y a des modèles qui sont très bien, il y a des Godox. Moi ce que je conseillerais aussi, c'est peut-être prendre un flash qui a une monture assez classique. La monture Bowen, c'est le modèle le plus classique. Ici j'ai du matériel Elinchrom qui a une monture un peu particulière, on trouve beaucoup d'adaptateurs. Mais de nouveau, voilà, si je devrais refaire cet achat, je ne prendrais pas forcément le même si je suis très content de la qualité. Ensuite, pour améliorer, peut-être un deuxième flash, mais même pas. En fait, avec un flash, on s'est déjà fait énormément. Peut-être un modificateur différent. Donc, par exemple, ici, j'ai un bol, il y a un snoot, un parapluie. Un parapluie, par exemple, c'est pas cher. Je pense que le combo le moins cher pour commencer, c'est flash, un pied pour le tenir et un parapluie. Les parapluies, il y en a des argentés, il y en a des blancs. L'un fonctionne en réflecteur, l'autre on shoot à travers. Ça va donner déjà des rendus très différents, et rien que le fait de bouger le parapluie, la softbox, le flash, même le flash nu d'un côté à l'autre, ça va permettre d'avoir des rendus très différents et donc de s'essayer à la photo et de directement comprendre ce qui se passe. En fait, le flash nu sans aucun modificateur est sans doute le meilleur chemin d'apprentissage parce que la lumière est dure, elle a des ombres marquées et du coup on comprend la direction de la lumière et on voit directement ce qui va ou ce qui ne va pas.
Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner pour ça. Alors, question suivante de Dylan. Je pars en Italie cet été, j'aurais aimé acheter un objectif polyvalent, un petit conseil. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que tu as, Dylan. Je ne sais pas si tu as du Canon, si tu as du Nikon, si tu as du Sony, si tu as du plein format, de l'APS-C, du micro 4 tiers. Donc, je vais supposer au plus grand hasard que tu es soit chez Nikon, soit chez Canon, parce que c'est la plus grande probabilité. Si je devais te donner un conseil pour un objectif polyvalent, je te dirais d'aller voir le 18-400 de Tamron qu'ils ont sorti. Alors je ne dis pas de l'acheter d'office, je dis d'aller le voir, parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'objectif le plus polyvalent du marché. Il offre un zoom à peu près de 20 fois, ce qui permet donc de faire du paysage, de l'animalier, de la photo de rue, etc. Ce n'est pas le meilleur objectif, forcément, parce qu'avec une plage focale aussi énorme, il a des défauts optiques, mais il a une qualité d'objectif kit, et voire même un peu mieux dans certains cas, et avec une beaucoup plus grande latitude, et l'avantage, ça ne fait qu'un seul objectif. Je crois qu'il fait dans les 600, 700, 800 grammes, quelque chose comme ça, donc il pèse son poids, mais ça permet de garder toujours le même objectif sur son appareil. Si tu veux en savoir plus, je mets le lien dans la description de la vidéo vers une vidéo de Sylvain de Mon Petit Réflexe qui en a fait la revue complète. Ça permet de se donner un aperçu. Et moi, les objectifs Tamron, je suis assez fan, j'en ai 5 de mémoire, et les dernières générations sont vraiment très bien. Donc côté Tamron, il n'y a pas de problème. Ça me fait penser que d'ailleurs, j'ai oublié de répondre à un petit morceau de Fabrice. Concernant les marques comme Sigma et Tamron, est-ce qu'ils peuvent produire des objectifs d'aussi bonne qualité, voire meilleurs que les marques classiques et moins cher? Alors moins cher, c'est sûr et certain. Un objectif Tamron ou Sigma va généralement se trouver entre la moitié et 2/3 du prix de l'équivalent, et même parfois moins. Niveau qualité, ça va dépendre. Par exemple, je vais prendre l'exemple du 70-200 mm f2.8 G2 de Tamron. Je pense qu'il est en tout point comparable à un objectif équivalent chez Nikon ou Canon. Il faut vraiment aller chercher la petite bête pour voir le détail, et il fait la moitié du prix. Donc de ce côté-là, on est gagnant. Donc si on prend du beau gros matériel de ces marques-là, la série Art de Sigma ou les modèles SP de chez Tamron, ce sont des objectifs qui sont vraiment impeccables. On passe maintenant à la deuxième rubrique, qui est la rubrique que j'ai appelée la rubrique technique, donc plutôt des questions qui ne sont pas liées au matériel, mais à des techniques photo. Alors, première question de Fraunhofer, j'espère que je prononce bien. Peux-tu revenir sur les bases et redéfinir ces fameux stops, ou parles-tu-en dans une de tes vidéos? Ben non, je n'en ai pas encore parlé dans une de mes vidéos. J'espère peut-être faire une série de vidéos sur des bases de la photo, on reverra ça plus tard. Mais en attendant, un stop, c'est quoi? C'est simplement le fait de doubler ou de diviser la quantité de lumière par 2. Donc par exemple, si je suis à f5.6 sur mon appareil et que je le règle à f8, en fait, j'ai fermé mon diaphragme d'un stop. Pourquoi? Parce que le rapport entre f5.6 et f8, c'est qu'il y a 2 fois moins de lumière qui va rentrer. Si maintenant je passe de f5.6 à f4, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, il y a 2 fois plus de lumière qui va rentrer. Donc j'aurai ouvert mon diaphragme d'un stop. C'est valable également pour les ISO. Par exemple, passer de ISO 100 à ISO 200, c'est augmenter d'un stop. Passer de ISO 400 à ISO 200, c'est réduire d'un stop. Si maintenant on parle de la vitesse d'obturation, c'est toujours le même principe. Si je prends par exemple un temps de pause à 1/50 de seconde et que je passe à 1 centième de seconde, j'ai réduit d'un stop. Si je passe d'un 50e de seconde à un 25e de seconde, j'augmente d'un stop. L'idée du stop, en fait, c'est de pouvoir faire la liaison entre ces différents réglages et de pouvoir faire un équilibrage. Donc par exemple, si je suis à f8, 1 centième de seconde, ISO 100, et que je change mon ouverture et que je passe à f5.6, ça veut dire que j'ai 2 fois plus de lumière qui rentre, donc j'ai augmenté l'exposition d'un stop. Pour compenser, ce que je peux faire, c'est en fait de réduire l'exposition au niveau du temps d'obturation, et donc de passer d'1 centième de seconde à 1,2 centième de seconde. Comme ça, au niveau de l'ouverture, j'ai augmenté d'un stop. Au niveau de l'obturation, j'ai réduit d'un stop, et du coup, j'ai équilibré mon exposition. Je retrouve donc un rendu différent parce que j'ai une ouverture différente, mais j'aurai la même exposition. Alors, question suivante de Markov de nouveau. Pourquoi une ouverture f2.8, voire moins, sur un objectif grand angle, alors qu'il faut presque toujours fermer f8, f11, etc. En fait, tu réponds toi-même à ta question, c'est-à-dire que tu dis qu'il faut presque tout le temps fermer à f2.8 ou à f11. Donc presque tout le temps, c'est-à-dire que dans certains cas, on veut une profondeur de champ plus courte. Il est tout à fait possible d'avoir du flou d'arrière-plan avec un 14 mm par exemple. Il suffit d'avoir le sujet très proche et l'arrière-plan qui est très loin. Le fait de pouvoir ouvrir grand permet simplement d'avoir plus de latitude créative.
que ce soit pour des grandes focales, pour que ce soit des longues focales, peu importe. Le fait de devoir fermer éventuellement dans certains cas fait simplement que on va adapter la profondeur de champ à ce qu'on veut faire. Maintenant, si dans ton cas, tu ne cherches pas à avoir une faible profondeur de champ avec un ultra grand angle, à ce moment-là, vise plutôt un objectif qui n'ouvre pas trop grand. Si je prends un cas très concret au niveau de la grande ouverture, pour ceux qui font de l'astrophotographie et de la photo de ciel étoilé, etc., généralement, ils vont privilégier les focales larges avec une très grande ouverture parce que simplement, quand on fait la mise au point à l'infini, pour ce qui est le cas pour le ciel étoilé, ben, on s'en fout de la profondeur de champ. Si une étoile est nette, l'étoile qui est plusieurs années-lumière derrière, elle sera nette aussi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais du coup, ça permet d'avoir énormément de lumière qui va rentrer dans le capteur et donc d'éviter d'avoir trop de bruit sur la photo. Donc voilà une utilisation par exemple qui est intéressante. Si maintenant ça ne t'intéresse pas toi pour ta pratique de la photo, aucun problème avec ça, mais à ce moment-là, tu peux simplement prendre un objectif qui ouvre par exemple que à f4. Ça te coûtera beaucoup moins cher, il sera plus léger et tu auras exactement ce que tu as besoin. Alors question de Johnny Matt, comment obtenir le meilleur piqué en fonction de nos objectifs ? Bien sûr, avec les tiens. Alors, obtenir le meilleur piqué avec un objectif, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. C'est-à-dire que chaque objectif a ce qu'on appelle son sweet spot, c'est-à-dire le réglage dans lequel il obtient les meilleurs résultats. Pour un objectif de type APS-C, on va généralement être aux alentours de f5.6, f8, voire éventuellement f11, donc dans des plages relativement fermées. Au-delà pas, parce qu'au-delà on va induire de la diffraction et donc on va perdre du piqué. Au niveau des objectifs faits pour plein format, souvent, on va plutôt être au niveau de f8, f11, voire f13 ou f16, c'est un petit peu la limite. Là, c'est un tout petit peu trop loin, mais en général, f11, il n'y a aucun problème, on a le meilleur piqué, c'est souvent là on a le meilleur résultat. Après, il y a le reste de la technique photo. Donc par exemple, pour avoir le meilleur piqué, il ne faut pas de flou de bouger, il faut un appareil stable, il faut que le sujet ne bouge pas, il faut une vitesse d'obturation adaptée à la prise de vue. Si je prends pour exemple de la photo de paysage, je vais mettre mon appareil sur un trépied, je vais désactiver la stabilisation de l'objectif s'il y en a une, je vais m'assurer d'avoir une grande profondeur de champ, donc un f11, etc. Je vais faire la mise au point au bon endroit dans ma photo. Je peux éventuellement aussi activer des fonctions comme la levée du miroir, ce qui fait que quand on appuie une fois sur le déclencheur, le miroir se lève, on appuie une deuxième fois, la photo est faite et puis il ferme le miroir, ce qui évite d'induire des chocs supplémentaires dans la photo. Donc ce sont tous des petits détails qui permettent comme ça d'améliorer le piqué. Mais l'objectif en lui-même, généralement, on va être aux alentours de f5.6, f8 pour un objectif pour APS-C et aux alentours de f8, f11, f13 pour un objectif par format. Mais chaque objectif est différent, donc le mieux c'est de tester en fait. C'est encore la meilleure solution pour le faire. Alors, question de PH Dave. En imaginant disposer de tout, y compris du temps, est-il préférable de faire une pause longue à ISO faible ou une pause courte à ISO élevé? Question de bruit numérique. Alors, sans aucun doute, la pause longue à ISO faible. Alors, dans les deux cas, il y aura du bruit numérique, mais il sera toujours moins important avec une pause même de 30 secondes à ISO 100 qu'une pause, je ne sais pas moi, d'une seconde à ISO 1600 ou ISO 3200. Et en plus de ça, il n'y a pas que le problème de bruit, il y a également le rendu des couleurs. Plus on monte en ISO, moins les couleurs seront bien restituées. Donc on a toujours intérêt à rester avec les ISO les plus faibles. Alors histoire de quand même éviter que certains me disent oui, mais certains appareils ne fonctionnent pas toujours de la même façon. Il y a des gammes d'appareils qu'on appelle des appareils avec un capteur ISO invariant, si je ne me trompe pas, où en fait dans certaines plages d'ISO, ils ne font que de l'augmentation de signal purement mathématique et donc du coup ça veut dire que monter l'expo en post-prod ou éventuellement le faire directement sur l'appareil, ça ne change strictement rien et donc parfois il vaut mieux même shooter sous-exposé et l'augmenter après. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là parce que j'ai jamais vraiment testé moi-même, mais ça peut être également un facteur à prendre en compte de ce côté-là. Alors, autre question de PH Dave, comment faire un timelapse d'un orage car je suis bluffé des vidéos sur ce thème? Alors la réponse est vraiment simple, c'est qu'un timelapse d'orage se fait comme n'importe quel autre timelapse. On prend une série de photos à intervalles réguliers que l'on remonte après. La seule chose qui va influencer, comme j'en avais discuté avec toi dans les commentaires, c'est que tu cherches à avoir à ce moment-là un orage avec énormément d'éclairs dedans. Et ça, ce n'est pas la prise de vue qui va le déterminer, mais les conditions météo. En fait, les vidéos dont je pense que tu parles, ce sont des vidéos où on a énormément d'orages en haute altitude avec des éclairs que l'on voit éventuellement à l'intérieur des nuages. En fait, ça représente la majorité de l'activité orageuse dans le ciel. On ne les voit pas toujours par contre. Mais c'est là
là qu'il y a le plus d'éclairs qui se passent. Donc c'est plutôt un problème de conditions météorologiques que de réglage de l'appareil. Par contre, il y a quand même un élément à tenir en compte, c'est que dans un cas d'orage, les nuages bougent très vite et en fait tout bouge très vite. Et donc il vaut mieux ne pas faire un timelapse avec des poses trop éloignées, sinon on va simplement rater beaucoup d'éléments. Et donc par exemple, un timelapse avec des pauses d'1 ou 2 secondes entre les photos va permettre d'avoir une belle fluidité au niveau du mouvement et de donner cette impression de rapidité dans le déplacement de la photo. Sinon, c'est un timelapse comme un autre, rien de spécial, il faut avoir une bonne exposition, il faut définir son intervalle, le faire régulier, faire en sorte que l'exposition soit toujours à peu près équivalente pour éviter le flickering, même si des logiciels comme LR Timelapse permettent de corriger ça, mais ce n'est rien qu'un timelapse en fait. Alors, question suivante de Yann Pouget. Dans tes vidéos, tu dis souvent que tu privilégies telle ou telle ouverture. Comment calcules-tu tout ça? En fait, je ne le calcule pas du tout. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à prendre mon boîtier vraiment en main et à m'intéresser vraiment à la photo, je me suis amusé à calculer des distances de mise au point, de voir la profondeur de champ, etc. Puis j'ai découvert des applications comme Dovecalc que j'ai présenté dans la précédente vidéo sur l'hyperfocale. Et j'ai utilisé ça pour me faire une estimation. Et au final, je me suis rendu compte que je m'en foutais totalement de la valeur exacte de la profondeur de champ, sauf peut-être dans le cas de l'hyperfocale, parce que là, je cherche un résultat particulier. Mais au final, c'est plutôt à l'expérience ou à l'instinct que je fais mes réglages maintenant. C'est plutôt par habitude. Et donc la meilleure solution, je pense, pour ça, pour pas se casser la tête et pas perdre du temps à calculer, parce que le temps qu'on passe à calculer, on passe pas à prendre des photos, c'est simplement de voir ce que ça donne, de faire une photo f2.8, du même sujet f5.6 à f8, et de voir comment la profondeur de champ va varier, mais pas que la profondeur de champ, parce que l'ouverture a également un impact sur le rendu du flou d'arrière-plan. Plus l'objectif va être fermé, plus le flou d'arrière-plan va être chargé et va être ennuyeux. Si j'ouvre très grand, j'aurai un flou d'arrière-plan très crémeux, mais en contrepartie, j'aurai une profondeur de champ très faible. C'est pas pour ça que je n'ai pas de réglages préférés. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre question après. Mais notamment en macro, j'ai des réglages que j'emploie toujours comme base. Ça ne n'empêche pas que je peux éventuellement les faire varier pour adapter aux conditions ambiantes, mais en général, je pars toujours sur la même chose. Notamment, si je dois prendre l'exemple du portrait en studio, là, si je sais que je veux faire une photo de quelqu'un, avoir tout le visage net, etc., je vais forcément au moins être sur f5.6, f8, voire f11. Parfois, je vais être limité aussi par mon éclairage. Ici, je suis éclairé par 2 softbox en lumière continue. Je ne vais pas pouvoir shooter à f8 ici parce que simplement, il ne voit rien. Par exemple, ma caméra là, elle filme à f5.6. Je suis à 1/50e de seconde pour la pose et à ISO 200. Ça veut dire que si je veux faire une photo à f2.8, je dois être à 1/25e de seconde, ce qui n'est pas possible. Parfois, les ouvertures que je choisis sont aussi dues aux contraintes que j'ai à côté de ça. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est en fait de surtout tester. Ou alors, vraiment, si tu veux te faire une idée de quelle ouverture donne quel résultat, prends une application comme Dovecalc et regarde ce que ça donne. Mais il ne faut pas oublier un élément, c'est que l'ouverture n'est pas le seul paramètre qui détermine la profondeur de champ. La focale et la distance de mise au point aussi. Donc pour récapituler, si j'ouvre grand, j'ai une faible profondeur de champ. Si je ferme, j'ai une grande profondeur de champ. Si j'ai une petite focale, j'ai une plus grande profondeur de champ. Si j'ai une longue focale, j'aurai une plus courte profondeur de champ. Si je fais la mise au point sur un sujet très proche, j'aurai une faible profondeur de champ. Et si je fais la mise au point sur un sujet très loin, j'aurai une grande profondeur de champ. Alors, question de Erwan Kretel, comment réaliser un bracketing? Je ne vais pas répondre à la question directement parce que ça prendra un peu de temps, mais par contre, je promets de faire une vidéo là-dessus dans les semaines à venir. Le plus rapidement possible, j'attends juste que les conditions soient réunies pour la faire. C'est une vidéo que j'attends de faire depuis un bon bout de temps pour compléter la vidéo de combinaison de différentes expositions que j'ai faites dans Photoshop. Question de Fabien Lemarie. La plupart des boîtiers peuvent utiliser plusieurs espaces colorimétriques, sRGB, Adobe RGB, etc. Comment choisir cet espace de couleur? Alors, 2 réponses sont possibles. Soit tu shootes en JPEG, auquel cas, si tu ne retravailles pas trop tes photos, sRGB. C'est le plus standard, ça passe sur tout. Si maintenant tu retouches tes photos avec du JPEG, ce que je ne conseille pas,
Adobe RVB laissera plus de marge dans Photoshop par exemple, parce que l'espace colorimétrique est plus riche et donc il y a plus de nuances dans les couleurs. Mais par contre, en contrepartie, les images JPEG encodées en Adobe RVB ne seront pas toujours affichées correctement sur des applications et sur des équipements qui ne supportent pas ce profil colorimétrique. De manière générale, quand on diffuse une photo, on la diffuse en sRVB, comme ça il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on shoot en RAW, la question ne se pose pas. En fait, le profil colorimétrique, dans le meilleur des cas, est indiqué dans les exifs de la photo, donc dans les métadonnées, et renseigné pour que le logiciel qui ouvre le fichier RAW sache plus ou moins comment faire. Mais il n'est pas obligé de le suivre. Et les données du fichier RAW ne sont pas des couleurs, ce sont juste des informations de capteurs qui doivent passer à travers le logiciel de dématrissage qui est inclus par exemple dans Lightroom, dans Capture One, etc. Et c'est là que le choix de l'espace colorimétrique se fait réellement. Donc, quand on shoot en RAW, vous mettez sRVB ou Adobe RGB, ça ne changera strictement rien. Ce n'est que en JPEG que ça devient intéressant. Et si le but est de shooter en JPEG pour ne pas retoucher ses photos, sRVB, si on les retouche, je conseille plutôt de shooter en RAW dans ce cas-là. Alors maintenant, on passe aux questions plutôt orientées prise de vue. Alors première question de Fabrique Image, quelle procédure pour de la photo de paysage? Choix du lieu, planification ou réglage? Je ne suis pas le spécialiste du paysage, j'aime bien faire la photo de paysage, mais je ne suis pas un grand voyageur, donc je n'ai pas énormément d'expérience. Par contre, je peux te donner quelques pistes. Par exemple, pour la planification, je prévois peut-être de partir à quelques jours à Strasbourg cet été. Du coup, ce que je vais faire, si ça se concrétise, c'est que je vais aller voir le logiciel Google Earth. Je vous mets le lien dans la description. Normalement, vous devriez voir même un petit aperçu qui apparaît maintenant. Et là, je vais aller voir la localisation. Google Earth permet de voir le paysage, les zones. Vous allez pouvoir vous déplacer et vous mettre éventuellement jusqu'au niveau du sol pour avoir un aperçu du paysage, de l'environnement et même au niveau des rues. Et donc, ça permet éventuellement de se dire que je vais dans telle région, ce point de vue m'intéresse et je vais pouvoir le localiser là. Au niveau de la planification, il est intéressant aussi parce qu'on peut simuler l'exposition du soleil. On peut par exemple dire que je vais régler l'heure sur 22 heures et avoir une lumière qui est simulée pour 22 heures et donc avoir une idée de rendu. Côté réglage, pour du paysage, à moins que je cherche vraiment à faire un effet un peu particulier, donc par exemple mettre en évidence un petit sujet proche de l'appareil et d'avoir un arrière-plan qui est juste là pour décorer, ou auquel cas je ferai une ouverture relativement faible pour faire cet effet-là. Sinon, généralement, sur un plein format, comme mon 5D Mark III, je vais mettre f8, f11, f13. De préférence, si je suis sur trépied, là, je règle mon appareil sur ISO 100 et je mets l'obturation pour avoir la bonne exposition. Si maintenant je suis à main levée, je vais de toute façon prendre la bonne profondeur de champ. Je vais régler une vitesse qui me permet d'avoir une photo nette avec ou sans stabilisation suivant les cas, et ensuite je vais régler mes ISO pour obtenir l'exposition correcte. Donc si je fais par exemple une photo à 24 mm, en général je vais prendre ma photo à 1/50e de seconde pour avoir de la marge. Je sais que bien qu'avec une stabilisation je peux descendre beaucoup plus bas, mais je préfère m'assurer que ma photo soit nette et de ne pas le regretter après. Donc je mets par exemple à 24 mm, 1/50e de seconde, à f11, et après ça, je vais régler mes ISO pour que mon exposition soit correcte. Plus que ça, malheureusement, je ne saurais pas dire parce que comme je viens de le rappeler au début, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. J'en fais de temps en temps, je trouve ça fun, mais c'est pas mon truc. J'ai une grosse préférence pour la macro et pour le portrait. Donc ça, par contre, j'adorerais en parler un peu plus longtemps. Question suivante de Jean-Noël Audin. Comment repérer et prendre une photo de Voie lactée? Je vais donner quasiment la même réponse que la question précédente. Ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. J'ai fait une ou deux photos de ciel étoilé pour voir si j'avais compris la technique. Je suis en pleine ville, je ne suis pas un grand voyageur, donc la Voie lactée, je peux dire que je ne l'ai jamais vraiment vue, du moins pas un beau morceau. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour ça? Et pour la photo de Voie lactée, pour la repérer, je vais renvoyer vers le même logiciel. Donc Google Earth, quand on fait tourner les heures, il affiche la Voie lactée comme elle est censée être positionnée dans le paysage. Et donc là, ça va permettre de le faire. Il y a d'autres logiciels qui le permettent, mais moi, ce logiciel, je l'aime bien, il est gratuit et les cartes sont superbement bien faites en plus. La simulation du ciel n'est pas aussi belle, mais finalement, ça donne quelle partie de la Voie lactée se trouve à quel moment dans l'année. On peut se mettre n'importe quel jour à n'importe quelle heure. Côté réglage, là par contre, c'est pas spécialement compliqué pour de la photo de Voie lactée. Généralement, on va choisir une focale relativement large. On va avoir une très grande ouverture, de préférence un objectif qui ouvre au moins un f2.8, plus c'est encore mieux.
On va régler un temps de pause qui va être dépendant de la focale. Donc la règle de base, normalement, c'est de dire que je prends 500 et je le divise par la focale, en plein format bien sûr, et j'obtiens un temps de pause maximum. Donc si je prends par exemple un 24 mm, je fais 500 divisé par 24, ça veut dire que je devrais me limiter à 20 secondes. Le mieux, c'est de prendre une marge de sécurité. En fait, si on va au-delà de ça, ce qu'on risque d'avoir en fonction des focales, c'est d'avoir un filet qui va apparaître dans les étoiles, parce que même si la Terre ne tourne pas très vite de notre point de vue, en fait, elle tourne. Et donc, sur un temps de pause de 15, 20, 30 secondes, on peut avoir un filet d'étoiles qui va apparaître, ce qui se fait d'ailleurs pour de la circumpolaire. Donc là, il va falloir s'adapter à la focale pour le temps de pause maximum. Et ensuite, on règle l'ISO le plus haut possible jusqu'à être au seuil de l'inacceptabilité au niveau de la qualité. Et pour avoir un meilleur rendu, généralement ce que les amateurs de Voie lactée font, c'est qu'ils prennent une multitude de photos et ils les empilent après, enfin ils les alignent et les empilent dans Photoshop ou dans un autre logiciel éventuellement pour aller réduire le bruit. Je ne suis pas plus spécialiste que ça, donc ce sont des techniques que je comprends mais que je ne les ai jamais vraiment appliquées. Du coup, je vais mettre dans la description de la vidéo des liens vers la chaîne d'Arnaud Thierry du Studio de Poche qui a tout expliqué en long et en large. Je pense que tout est complet de ce côté-là, je ne peux pas faire mieux que ça. Alors, question de Pascal Tourde, les bases d'un réglage de Flash Cobra ou mieux pour d'un Tune Flash pour la macro. Je ne sais pas répondre, je ne sais pas donner une valeur précise de réglage, etc. En fait, il faut que l'exposition soit bonne. C'est la seule chose que je peux dire de ce côté-là. Maintenant, pour l'utilisation d'un Twin Flash, c'est un peu différent. C'est-à-dire que l'utilisation d'un Twin Flash, ça se comporte un petit peu comme ce qu'on fait en photo de portrait, par exemple. C'est-à-dire quand on travaille avec deux sources lumineuses, le but est d'avoir une source principale, donc celle qui va donner le volume à l'objet. Et donc on va régler celle-là en priorité. Et l'autre, que l'on va arriver par l'autre côté, va surtout servir à déboucher les ombres et à un petit peu réduire le contraste de la photo pour le rendre plus agréable visuellement. Et donc on va toujours avoir en fait un rapport de puissance entre les deux. On va parler par exemple d'un rapport de 4 pour 1. Ça voudrait dire qu'il y en a un qui est réglé à une puissance de X et l'autre qui a 4 fois moins de puissance. Mais plus que ça, je ne sais pas dire, parce que tout va dépendre des circonstances, du type de sujet. Par exemple, si j'ai un sujet qui est très foncé comme l'appareil photo, je vais devoir balancer de la lumière dessus pour voir du détail parce qu'il absorbe énormément. Si maintenant je photographie un scarabée qui a une carapace brillante, le moindre éclair de flash va faire des reflets dégueux et ça va être très difficile à gérer. Donc ça dépend vraiment. Mais maintenant, dans l'utilisation donc de deux têtes de flash, le mieux pour moi, c'est de commencer à régler une tête de flash pour faire la bonne exposition et donc l'autre de la mettre moins puissante juste pour déboucher les ombres sur le côté. Et du coup, on garde le volume du sujet et on n'a pas trop de contraste, ce qui permet de ne pas avoir de zone noire ou de zone assez dure à l'œil. Alors, autre question de Pascal Tourde, le focus stacking à main levée. Rien de plus facile que ça. Quand je fais du focus stacking à main levée, de préférence sans flash, parce que les flashs, il faut sinon qu'il arrive à recharger suffisamment rapidement. Je me mets en rafale, avec un temps d'obturation suffisamment correct. Je me positionne, je fais la mise au point sur le premier plan que je veux photographier, voire parfois même un peu avant, pas avec l'autofocus. Dans ce cas-là, je me mets en focus manuel. Et je vais faire une rafale et pendant que je fais la rafale, j'exagère le mouvement ici que vous le voyez, mais je vais m'approcher ou reculer suivant le sens dans lequel je travaille. Et il n'y a rien de plus que ça. Le truc c'est que c'est très difficile à faire. Souvent il faut faire quelques essais, donc au moins quand j'en fais à main levée comme ça m'est arrivé quelques fois. J'ai fait 5, 6, 7 séries pour être sûr et certain d'en avoir une qui était potable. Mais souvent quand on fait à main levée, on va avoir des étapes qui vont manquer. Et donc quand on va essayer de le réassembler derrière, il y aura des zones qui vont rester floues. Un beau focus stacking, vraiment très bien fait, ça revient à le faire avec un rail micrométrique qui va permettre d'ajuster et éventuellement même un rail motorisé qui va permettre d'avoir des pas très précis. À main levée, c'est vraiment très difficile à moins qu'on ait une profondeur de champ correcte. Mais ça reste possible, donc voilà, une rafale en bougeant très délicatement, donc bouger de quelques millimètres avec peut-être 15, 20, 30 clichés qui sont pris si l'appareil le permet. Alors, autre question de Pascal Tourde, de ton processus d'approche, réglage avant de prendre une photo. Alors, première chose, je me demande ce que je veux prendre en photo. Donc, quel est mon sujet, ce qui va définir ce sur quoi je vais faire la mise au point. Quel est le rendu que je veux faire? Est-ce que je veux une grande profondeur de champ? Est-ce que je veux une faible profondeur de champ? Est-ce que je veux isoler mon sujet? Et ensuite, par exemple, est-ce que je veux figer le sujet? Est-ce que je veux qu'il y ait du mouvement? Et tous ces paramètres-là vont me permettre de dire comment je vais faire mes réglages. Et donc, par exemple, imaginons que je veuille prendre la photo de quelqu'un qui marche en rue, mais je ne veux pas que la personne soit nette, je veux que le paysage soit net, mais la personne soit floue pendant qu'elle marche.
Mais du coup, vu que je veux quand même qu'on puisse voir que c'est en rue, je vais prendre une profondeur de champ relativement élevée. Je vais à côté de ça mettre un temps de pause relativement long, donc relativement long pour quelqu'un qui marche, un dixième, un cinquième de seconde, on a déjà un très gros filet qui va apparaître et ben voilà, mes réglages sont définis de ce côté-là. Si maintenant je veux faire de la photo de paysage, ben si je veux une grande profondeur de champ, je vais choisir ma focale par rapport à ce que je veux rendre. Donc ma focale, c'est pas juste le champ de vision, c'est également la manière dont les distances vont être plus ou moins compressées. Donc par exemple, si j'avais une allée avec plein d'arbres et que je voudrais vraiment donner un beau rendu, je vais souvent choisir une plus longue focale parce que ça va donner tendance à resserrer tous les éléments et donner vraiment cette belle impression d'enfilade. Et du coup, j'ai besoin d'une profondeur de champ, donc je vais fermer mon diaphragme. Et ensuite, je vais régler l'obturateur pour pouvoir prendre ma photo de manière à ce qu'elle soit nette. Donc finalement, c'est ce que je veux photographier et l'idée que j'ai en tête qui va tout conditionner. Si la vitesse de mon sujet est le point clé, je vais commencer par déterminer l'obturateur. Si c'est la profondeur de champ ou le fait d'isoler le sujet qui prédomine, je vais d'abord régler l'ouverture. En fonction de ça, je peux régler le deuxième paramètre et enfin, je vais à ce moment-là régler les ISO pour compenser un éventuel manque de luminosité. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Et encore une question de Pascal Tourde, tes réglages de prédilection lorsque tu fais de la macro. Alors mon réglage de prédilection, c'est avec mon objectif Tamron 90 mm f2.8. Je suis souvent à f5.6, f8 parce qu'il a un très bon piqué, enfin même sur toute la plage, mais là on est vraiment dans ce qu'il fait de mieux. Ça me donne une bonne profondeur de champ. Généralement, niveau obturation, j'essaye d'être un 200, un 250e de seconde avec la stabilisation activée sur l'objectif. Et à ce moment-là, je règle l'ISO pour avoir la bonne exposition. Donc voilà une idée de ce que je fais comme réglage. Alors, question suivante, d'après Toutou, comment mettre son filtre ND avec son pare-soleil sans risquer de toucher à sa mise au point? Donc, disons que j'ai mon pare-soleil ici. Voilà, et le problème est de venir visser le filtre ND ici sans toucher la mise au point. On va employer le système D dans ce cas-là, le papier collant. Je vais simplement faire ma mise au point et après je vais scotcher ici ma bague avec un papier collant, de préférence un papier collant qui ne soit pas trop dégueu. Avec du gaffeur par exemple, ça marche particulièrement bien, ça s'emploie énormément en studio. On le colle simplement dessus et du coup ma bague de mise au point ne bougera pas. Sinon, pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de solution miracle. Le mieux, c'est de bloquer mécaniquement la bague de mise au point. Voilà donc pour la petite astuce. Question de Christian Fontaine, comment rendre des ciels plus intenses? Alors à la prise de vue, le petit outil magique, c'est le filtre polarisant. Le filtre polarisant va permettre d'atténuer le voile blanc qui peut apparaître sur une photo de paysage, dû à l'humidité dans l'air et aux gouttelettes qu'il y a dans l'air. Et donc le fait de bien régler le filtre polarisant va permettre de rendre un ciel très bleu, très intense. Et c'est valable pas que pour le ciel, c'est valable pour toutes les couleurs d'ailleurs. Généralement le filtre polarisant est vraiment le truc qui va permettre de renforcer toutes les couleurs. Après il y a éventuellement la post-production où là c'est juste des réglages à appliquer soit dans Lightroom, soit dans Photoshop pour augmenter un petit peu la saturation ou la vibrance, voire éventuellement par couleur. Mais à la prise de vue, c'est le filtre polarisant qui est la meilleure solution. Alors, question de Fabrice, comment faire sa mise au point en photo de grands groupes et paysages? Alors, je suppose que la question, c'est de savoir quel est l'élément sur lequel il faut faire la mise au point. Là, par exemple, je fais référence à ma vidéo précédente sur l'hyperfocale. En fait, la mise au point qu'on fait va être le point le plus net. Maintenant, on a une zone devant et une zone derrière qui va être nette aussi. Donc, de manière générale, en paysage, la règle la plus classique, c'est de dire qu'on va faire la mise au point à environ un tiers de la distance, donc un tiers du cadre dans la photo. Ça marche souvent assez bien quand on a une petite ouverture. Pour de la photo de groupe, par exemple, ce que je ferais, c'est m'assurer d'avoir suffisamment de profondeur de champ et viser pas les personnes qui sont en première ligne, de viser les personnes qui sont éventuellement en deuxième ou troisième ligne, sachant qu'on a normalement un peu plus de profondeur de champ derrière que devant. Sinon, je renvoie éventuellement vers l'application DovCalc qui permet de se faire une idée, parce que tout va dépendre de la distance du sujet. Donc par exemple, pour avoir une meilleure profondeur de champ, il vaut mieux avoir une focale un peu plus large et être un peu plus loin du sujet. Alors, autre question de Fabrice, comment faire une photo de paysage bien nette à f2.8? Alors, une photo de paysage à f2.8, c'est forcément faire une photo de paysage avec une faible profondeur de champ. Donc, ça veut dire que tout ne pourra pas être net dans la photo. Si maintenant tout le paysage est très loin, il n'y a pas de souci. On fait la mise au point sur le sujet qui est très éloigné, on aura une grande profondeur de champ. Si maintenant, dans le cadre, il y a un sujet au premier plan et un sujet très loin derrière, il va juste falloir faire un choix de faire la mise au point sur l'un ou sur l'autre.
Il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire une grande profondeur de champ à f2.8, c'est techniquement pas possible. Donc comment faire une photo nette à f2.8 pour un paysage? Choisir l'élément que l'on veut mettre en évidence, celui qui doit être net dans la photo et faire la mise au point dessus simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, question de Louise Vincent, j'ai besoin de conseils pour faire de la photo high key, donc de haute lumière au max sans brûler les blancs, conseils sur la mesure de lumière, en lumière naturelle, etc. etc. Alors, pour faire de la photo high key en lumière naturelle, c'est pas évident du tout parce qu'on ne contrôle pas tout. Déjà, je voudrais juste revenir sur la définition d'une photo high key. Une photo high key, c'est pas forcément quelque chose de blanc. High key veut simplement dire que la photo est très claire, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de contraste dedans. Il faut juste qu'il n'y ait pas de zone sombre dans la photo. On peut avoir des tons très clairs, on peut avoir des tons moyens même, mais avec une dominante claire dedans. C'est-à-dire que la majorité de l'histogramme, quand on regarde la photo, si l'histogramme ne vous dit rien, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois à ce sujet-là. L'histogramme doit être grosso modo calé vers la droite avec pas grand-chose comme information dans les basses lumières, voire rien du tout si possible. Mais en tout cas, il ne faut pas cramer et il ne faut pas boucher la photo non plus, sinon c'est plus du high key. Alors pour le faire, ce que je conseillerais, c'est de faire à ce moment-là une mesure spot. Pourquoi la mesure spot? C'est parce que du coup ça va permettre de viser un endroit bien précis avec l'appareil et de faire son réglage en fonction. Sur une photo high key, la partie principale du sujet, donc la partie la plus éclairée du sujet, devrait normalement être déjà dans les hautes lumières. Donc par exemple, un moyen de faire ça, mais il faut que la scène s'y prête, ce serait de dire, si c'est un visage par exemple, et que je sois éclairé sur le côté ici, je vais à ce moment-là vérifier avec la mesure spot ici que je suis à +1 voire +2 au niveau de l'exposition, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas trop de contraste. Avec de la lumière naturelle, ça va être très difficile, donc il faudra peut-être employer à ce moment-là un grand réflecteur qui va permettre de rediriger de la lumière d'un côté pour la ramener de l'autre côté et pouvoir réduire les contrastes. Si je ne fais pas ça, en fait par exemple avec le soleil, je vais avoir un côté qui va être bien exposé, etc. Mais de l'autre côté, ça va être quasiment noir. Et donc ça, c'est plus possible de faire du high key dans ce cas-là. Pour avoir du high key, il faut quand même avoir de l'éclairage qui arrive un peu de tous les côtés, de manière à avoir quand même des nuances. Il ne faut pas non plus que la photo soit totalement blanche ou totalement gris neutre. Il faut avoir des détails, mais avec la partie qui est la partie principale bien exposée, qui soit très claire, et des dégradés de tonalité qui vont tendre vers les tons moyens foncés, donc pas trop bas dans l'histogramme. La question porte ici quand même sur par exemple de la photo de fleurs. Donc si je dois prendre une fleur en high key, un moyen simple d'avoir un fond clair, c'est de la faire à contre-jour. Le problème, c'est que si je fais la photo à contre-jour, mon sujet en lui-même va être très sombre puisqu'il sera dans sa propre ombre. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple à ce moment-là me dire ok, ma fleur est ici, elle est rétro-éclairée par le soleil, par tout ce qu'on veut, par un mur, et je vais à ce moment-là faire ma mesure d'exposition sur la fleur. Mais j'emploierai dans ce cas-là un réflecteur de manière à ramener de la lumière sur le sujet pour le déboucher ou éventuellement le faire au flash. Et à ce moment-là, je ferai ma mesure d'exposition sur le sujet pour qu'il soit très haut dans l'histogramme, donc au niveau des +1, +2, au niveau du réglage d'exposition sur l'appareil, et en m'assurant en plus de ça que le fond ne soit pas cramé. Donc finalement, c'est un problème de ratio d'éclairage entre l'arrière-plan qui doit être clair mais pas cramé et le sujet qui doit quand même être clair aussi. Alors on arrive maintenant à la dernière catégorie, les questions diverses. Question de Jean-Christophe JC, des idées pour la photo culinaire, ce serait cool. Oui, ce serait cool. J'en ai jamais fait. Vraiment, ça c'est le truc en photo auquel je me suis jamais essayé. Je n'ai pas de don pour la composition. En fait, c'est comme la nature morte. Je suis pas bon dans ce domaine-là. Simplement, non pas parce que je sais pas prendre la photo, mais parce que je suis pas doué pour composer. Maintenant, ce n'est pas dit que je ne ferai pas un jour des tests. Si à un moment l'envie m'en prend, je ferai des tests. Et si je fais des tests, je ferai une vidéo, ça c'est promis. Mais je garantis pas par contre que je ferai ces tests. C'est pas un sujet qui me traite particulièrement. Il y a une chaîne qui peut peut-être être intéressante pour ça, c'est la chaîne Full Frame, je mets les liens dans la description de la vidéo, où il y a une série de vidéos qui parlent justement de ce type de photos-là. Alors, dernière question de Nicolas Petit. Comment gères-tu la gestion de modèles en studio ou en extérieur? Quels seraient tes conseils pour améliorer la gestion de modèles?
Alors la gestion de modèle, c'est sans doute la partie pour la photo de portrait pour laquelle j'ai le plus à progresser. Je suis quelqu'un qui est de nature très timide, même si avec les années ça s'est corrigé. Du coup, j'ai parfois du mal à établir le premier contact. Mais en gros, comment moi je le gère par rapport aux modèles avec lesquels j'ai shooté jusqu'à présent, c'est que j'essaye simplement d'établir le contact en premier. Mon but n'est pas de faire de la photo, mon but est de faire une rencontre. Et donc je vais parler avec la personne, je vais essayer de comprendre qui elle est, de discuter un peu avec, de choses de la vie de tous les jours. Et de fil en aiguille, on va à ce moment-là avoir un dialogue. Et ce dialogue va me permettre de mieux comprendre qui est la personne et aussi de comprendre comment on la fait réagir. J'ai encore eu le cas il y a 2 jours avec une collègue qui voulait une photo pour un dossier, une photo d'elle, sans prétention. Et ça a tourné en mini-shooting. Du coup, ce que j'ai fait, sachant qu'elle n'était pas trop fan de photos parce qu'elle se sentait mal à l'aise en photo, j'ai commencé à discuter un peu avec, on a regardé un ou deux trucs. Et petit à petit, comme je la connais un petit peu, j'ai joué sur ses réactions pour la détendre. En fait, comme elle aime bien rigoler, j'ai simplement commencé à raconter des conneries dans tous les sens. Ça l'a fait marrer et du coup elle s'est détendue, du coup elle a arrêté de penser à l'appareil et on a commencé à faire 2-3 photos et j'en ai quelques-unes qui sont sorties qui sont vraiment très bien. Et même elle a apprécié les photos, du coup son avis a changé aussi. C'est-à-dire que maintenant c'est plus non je ne veux pas faire de shooting, c'est ça me pourrait éventuellement me plaire. Et du coup là je pense que j'ai réussi ma mission. Avec les autres modèles avec qui j'ai shooté, c'était à peu près ça aussi. Donc j'ai shooté avec une personne notamment qui n'avait jamais fait de photos avant, qui n'avait jamais servi de modèle. Du coup, elle avait envie d'en faire, mais elle ne savait pas quoi faire. Et donc au départ, j'ai simplement fait quelques photos, tout ce qu'il y a de plus bête. On a commencé à discuter, on a trouvé quelque chose qui se passait bien. Je profite de ce que le modèle m'apporte aussi pour changer éventuellement mon fusil d'épaule, c'est-à-dire j'ai une idée de photo en tête, mais maintenant le modèle a peut-être quelque chose aussi en tête. Et du coup, cet échange va permettre de mieux progresser et de mieux travailler pendant la séance. Donc pour moi, la meilleure gestion de modèle, c'est quand le modèle n'est pas un modèle, mais une personne avec qui on discute, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on échange. Et dès qu'on commence à échanger avec la personne, il y a un contact qui se crée et le reste vient tout seul. Je parle bien entendu pas ici de shooting de mode professionnel où on a un modèle qui est payé pour poser avec des vêtements, etc. etc. Ça, c'est tout à fait un autre problème. Je parle vraiment pour des portraits que l'on fait pour des gens soit qui ont demandé, soit pour une collaboration. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le contact humain, c'est de comprendre la personne qu'on a en face de soi et de surtout ne jamais la laisser dans le doute. C'est-à-dire de ne pas être calé derrière son appareil et de ne rien dire. Je l'ai fait les premières fois et ça se remarque directement au niveau du modèle parce que c'est là qu'il y a une gêne qui se parle. Maintenant, généralement, je suis occupé à prendre 2-3 photos, je lâche une connerie ou deux, je reprends 2-3 photos, je regarde un peu les photos, je montre les photos, éventuellement, pas toujours d'ailleurs. Et du coup, parfois on discute avec, dit ah tiens ça c'est bien, c'est pas bien, on pourrait faire ceci, cela, etc. Je pense simplement que la gestion de modèle, c'est avoir une relation de confiance qui s'établit, avoir un dialogue et en fait faire la connaissance d'une personne et essayer de retranscrire finalement ce qu'est la personne à travers la photo, du moins quand il s'agit d'un portrait normal. Si maintenant on parle de mise en scène, c'est un autre problème bien sûr. Donc mon conseil pour la gestion de modèle, c'est être à l'écoute et avoir de l'empathie. C'est sans doute la meilleure chose qui fonctionne de ce côté-là. Dès qu'on est à l'écoute, on peut comprendre comment la personne fonctionne. Quand on comprend, on peut s'adapter au comportement de la personne. Et quand on établit cette relation avec le modèle, tout se passe bien. Grosso modo, tous les shootings que j'ai fait jusqu'à présent, il n'y en a pas des tonnes non plus, mais les shootings que j'ai fait, on a commencé, c'est un petit peu hésitant, et à la fin du shooting, c'est on s'est bien amusé. Et ça, c'est sans doute ce que je cherche au plus, même que la photo. C'est si à la fin du shooting, les deux personnes sont amusées, le photographe et le modèle, c'est que la séance est réussie, même si on n'a pas toujours des photos extraordinaires. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je referai sûrement ce genre de vidéo une fois de temps en temps parce que je trouve ça intéressant, ça me permet moi aussi de me remettre en question. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, je partage énormément d'informations dessus. Vous avez également le compte Twitter de Déclic Numérique, vous avez mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de chaîne. Et sinon, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.